L'exposition Enluminure en terre d'islam nous permet de présenter au public une sélection de magnifiques manuscrits arabes, turcs ou persans qui ont été également numérisés avec l'aide de la Fondation Total. Et cette exposition qui présente des chefs-d'œuvre de nos collections est exemplaire de ce que nous pouvons faire en tant qu'institution nationale en faveur de publics qui spontanément croient que la Bibliothèque nationale de France n'est pas pour eux, qui s'en tiennent à l'écart. Et c'est essentiel pour nous parce que la culture, c'est aussi affaire de solidarité. Surtout, j'ai beaucoup aimé les histoires sur les premiers Corans, là, l'écriture notamment, et les dessins, illustrations, je ne sais pas comment on appelle. Oui. Cette exposition qui met en lumière la richesse des enluminures de l'islam, eh bien, ça nous permet à la fois de faire connaître cette richesse ici à des publics qui sont originaires du monde de l'islam et qui se sentent souvent rejetés en France. Donc c'est leur dire voilà, nous admirons ce que vous faites, nous admirons votre passé, nous aimons le partager et nous comprenons ensemble des tas de choses. Ensuite, c'est, nous l'espérons, comme cette exposition suit une grande opération de numérisation, nous espérons pouvoir exposer cette numérisation dans des pays du Golfe, dans des pays du Moyen-Orient où nous sommes présents, avec peut-être chaque fois l'un ou l'autre manuscrit, ou avec des manuscrits qui sont dans ces pays, de façon à pouvoir faire vraiment voyager cet art. Et donc ça complète tout à fait ce que nous faisons avec d'autres grands acteurs, comme le musée du Louvre, comme le musée du Quai Branly, qui nous permettent de partager la culture de l'Afrique, comme l'Institut du monde arabe aussi. J'ai trouvé que c'était génial et puis j'étais contente parce que cette association nous a amenés, parce que sans ça que je ne peux pas aller au musée. Les décors, on va les trouver dans les premières pages, les enluminures, on va les trouver dans les titres de sourates. On a plus de 7000 manuscrits arabes, 2600 manuscrits persans et 2000 manuscrits turcs. Et l'idée, c'était de faire une exposition qui montrerait les plus beaux manuscrits, donc de ces 300 manuscrits. Donc au départ, le projet, c'était plutôt une exposition de chefs-d'œuvre. Et comme ça m'intéressait pas du tout de faire une exposition de chefs-d'œuvre, j'ai choisi de prendre une thématique qui me semblait extrêmement importante dans la période actuelle, qui était le problème de la représentation des êtres vivants en islam et de la relier implicitement à deux problèmes dont on avait beaucoup parlé dans l'actualité ces dernières années, qui étaient la destruction des Bouddhas de Bamiyan en 2003 par les talibans en Afghanistan et puis surtout l'affaire des caricatures du prophète en 2008 où on a beaucoup parlé justement de cette représentation des êtres, de cette pseudo-interdiction de représenter des êtres vivants dans les livres musulmans. La politique de la bibliothèque dans ce domaine, c'est de tisser des liens privilégiés avec un certain nombre d'associations qui connaissent bien ces publics, qui sont connus d'eux et respectés par eux. Et c'est un travail de fond. Il ne s'agit pas simplement de faire visiter pendant 1 heure une exposition. Il s'agit de préparer la visite en amont. Il s'agit qu'elle ait aussi une suite. Et la bibliothèque, par exemple, a à cœur d'accompagner des projets artistiques, des ateliers d'écriture qui prolonge justement cette visite. L'association Décidée, c'est une association d'habitants sur le quartier de la Grande Borne à Grigny, qui est née un peu d'une envie de plusieurs de partager autour des dettes locatives. C'était possible ensemble d'en parler, d'avancer, de sortir des dettes. Et ça nous a amené aussi avec cette envie de sortir du quartier, d'aller vers les musées, d'aller vers la culture et de mettre ça aussi dans notre quotidien parce que finalement on y a aussi le droit à Grigny. Il y a par exemple les jeunes, en particulier ceux qui sont en recherche d'emploi. Il y a les femmes des banlieues, des publics qui ne viendraient pas et que nous souhaitons à cette occasion mieux associer à nos initiatives. Aussi les étrangers, par exemple, qui sont souvent plus désireux qu'on ne croit de s'intégrer
dans la vie sociale et culturelle du pays. Habituellement, on va voir des broderies, des costumes. On a vu ça au Quai Branly, c'était au musée du Quai Branly, c'était très intéressant. Mais c'était de l'art qui n'était pas tout à fait rattaché à ce qui était culturellement parlant élaboré. Un énorme plaisir et surtout de connaître tout ce qui est les images, les figurines que je n'ai jamais vues en étant musulmane. Ça m'a fait très plaisir. Là, on a vu des textes et de l'art par la représentation dans les enluminures ou dans les... il y avait tous les arts réunis, les copistes, les miniaturistes, et puis ces enluminures et ces illustrations qui sont assez originales. Ces dernières années, le monde de la Bibliothèque nationale de France s'ouvre à d'autres publics et je suis complètement passionnée par cette démarche. Donc ça me semble, je crois que j'ai besoin de partager des choses savantes avec des gens qui sont pas obligatoirement savants et je pense que il y a une façon de parler des œuvres et d'adapter le propos qui est finalement pas si compliqué que ça. On avait des papetiers qui faisaient les papiers et vous avez des papiers qui sont décorés avec des enluminures. On avait des calligraphes donc qui copiaient le texte. Le manuscrit il passait de main en main. Après on avait des enluminures qui faisaient les premières. Elle était vraiment géniale, l'exposition, ainsi que la personne qui la représentait surtout parce qu'elle expliquait tellement bien les choses, on voyait qu'elle connaissait vraiment, parce que des fois dans les expositions, les gens n'expliquent pas très bien. Donc ils vous montrent un petit peu, ils vous parlent, donc ils vous donnent un petit résumé, mais elle, c'était tellement long et c'était tellement bien expliqué qu'on pouvait comprendre, même les gens qui comprenaient pas, elle s'exprimer tellement bien qu'on pouvait comprendre tout ce qu'elle disait. C'est une histoire un peu ancienne maintenant avec la BNF, avec aussi une rencontre dans le cadre de la mission Vivre Ensemble, donc qui rassemble plusieurs établissements culturels et aussi des associations. À la fois on nous ouvre les portes de la BNF, mais je pense qu'ils ont aussi compris qu'il y avait un travail important à faire pour nous associations sur le terrain, de construire ensemble un certain nombre d'outils pour mieux s'approprier, mieux se repérer dans le temps et dans l'histoire. Et on a donc avec la Bibliothèque nationale de France travaillé sur une frise de l'histoire. On s'est aperçu que déjà se repérer soit par rapport à des événements qui marquent nos vies, comme la date d'arrivée sur le quartier ou la date de naissance des enfants, c'était pas facile. Donc on a créé une première frise avec un passé récent, où on pouvait se mettre soi par rapport à des événements de sa vie. Et puis ensuite, on s'est posé la question, on s'est dit, ce serait bien aussi, pour bien comprendre notre environnement, de revenir un peu en arrière. Donc on est remonté avec les conseils de la BNF jusqu'à la Révolution française, et on a essayé de choisir un certain nombre d'événements historiques marquants. Et là, ils ont été d'un précieux secours, à la fois pour le choix des événements, pour aussi un petit peu tout ce qui est documentation autour. On a réussi à réaliser comme ça des petites vignettes qu'on a collées sur une frise de 11 mètres de long, qu'on avait un peu découpé autour d'événements historiques marquants. Ça nous apporte le fait de pas arriver bêtement à une exposition de la BNF, mais quand on y vient, on sait aussi, on a un petit peu le contexte et on arrive déjà avec quelques billes. Voilà. Ce manuscrit, à votre avis, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a été effacé ? Voilà, il a été effacé. Et pourquoi il a été effacé ? Parce que dans ce temps-là, il ne fallait pas représenter peut-être le visage. Voilà, alors c'est quasiment l'explication. C'est que dans le monde musulman, à toutes les époques, donc dans le Coran, il n'y a pas d'interdiction formelle de représenter des visages. Le Coran dit juste qu'il ne faut pas faire des statues, païennes. Dans le hadith, il y a quelques hadiths qui disent qu'il ne faut pas de représentation dans les maisons. Mais
Il y a des théologiens qui ont dit que dans les livres religieux, on n'avait pas le droit de faire des représentations, donc d'être vivant, mais dans les autres livres, on avait le droit. Cette expérience a été pour moi complètement extraordinaire, de me retrouver face à des gens très variés. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec ces groupes, entre autres, je pense avec le groupe de femmes maghrébines, qui étaient des femmes qui avaient une culture arabe, qui lisaient l'arabe et qui ont été complètement passionnées par le fait de voir des livres en arabe, qui avaient envie de les lire. Et il y a eu un échange exceptionnel avec ces femmes finalement de leur apporter les choses que je connaissais, mais qu'elles aussi m'apportaient les choses qu'elles connaissaient. Il y a véritablement eu un échange autour de ça. Alif, et puis on a un espace, et après on a le lam. Donc ça, après, on ne pourra plus du tout le faire. Après, on va avoir une écriture avec des mots et des espaces entre les mots, ce qu'on n'a pas du tout ici. Non, c'est ça, en arabe, on dit l'écriture riqaï, ça veut dire... La Bibliothèque nationale de France comporte des millions d'œuvres et dont certaines sont pour l'histoire des arts et de l'humanité de tout premier ordre, comme ces magnifiques manuscrits arabes ou persans ou turcs qui ont été acquis d'ailleurs dès le XVIe siècle. Et Louis XIV au siècle suivant, à travers Colbert, voulait qu'on acquiert ces manuscrits, enfin les plus beaux d'entre eux justement, parce que la vraie civilisation est universelle. C'est très beau. La muséographie est très intéressante. C'est très confortable parce qu'on peut s'étaler autour des vitrines. Et je n'ai pas une culture de l'islam extraordinaire, voire nulle, mais je suis vraiment enthousiasmée et j'ai envie d'approfondir. La dernière partie de l'exposition où on a vu une représentation du prophète, y compris avec le visage, et je pensais que ça n'existait pas. Et puis voilà, j'ai fait une découverte aujourd'hui, alors que dans certains manuscrits, j'avais vu que les personnages avaient les visages floutés, même les animaux. Et voilà, j'ai découvert des choses, j'étais ravie. Alors par exemple, il y a la planète Saturne, il y a la planète Mars. La planète Mars, elle va être représentée, si vous regardez les petites images qu'il y a en dessous ici, la planète Mars, elle est représentée sous la forme d'un guerrier qui a une tête coupée. Je crois que dans l'islam, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais beaucoup disent qu'on croit que dans l'islam, normalement, on ne représente pas le prophète Mohammed sallallahu que là, on l'a vu, on a été un peu étonnés, quoi. Regardez au-dessus de la porte. Ça fait partie effectivement de cette volonté de sortir du quartier, d'aller voir des choses qui sont pas toujours faciles de prime abord, et puis de se dire on en ramène un petit morceau, on en ramène quelque chose pour essayer d'entraîner d'autres. Donc là c'est vrai que ça peut paraître austère, mais c'était quand même aussi des richesses de détails, de couleurs, d'or, de façon d'écrire, de calligraphie qui ont été des découvertes qui peuvent être moteurs pour nous pour repartir sur d'autres choses. Donc on a essayé avec de l'encre de sureau et une plume, une encre qu'on a fabriquée nous-mêmes, de se dire voilà comment est-ce qu'on écrivait avant. Tout ce qui était calligraphie, on avait eu la chance de participer à un atelier aussi de calligraphie avec l'Institut du monde arabe. Donc pour nous tout ça fait du lien, et là de découvrir ces enluminures, mais aussi ces papiers anciens, ces façons d'écrire, ça a été lieu d'échange et voilà, et de discussion autour de cette histoire aussi de l'écrit, nous projeter un peu dans quelque chose qui sort de notre quartier, de notre quotidien. Je crois que ce qu'il faut, c'est que ces gens pour qui c'est pas une habitude de venir, il faut qu'ils s'aperçoivent que c'est un lieu où ils peuvent tout à fait comprendre, et que c'est un lieu aussi pour eux. Et je pense que si des journées comme ça peuvent entraîner d'autres journées, il ne faut pas que ça s'arrête là.